Bien, chers et chers collègues, en mode coin du feu, on va maintenant vous présenter le dernier temps de cette journée. Donc, courage, c'est la toute dernière ligne droite. Voilà, après vous nous verrez plus pendant tout le reste du congrès. Lorsque nous avions discuté du thème et des objectifs de la journée d'études, voilà, nous avions en tête à la fois l'importance de la vision analytique et historique et prospective. Voilà, plein de choses en hic et Yves, et on s'est rendu compte qu'il nous manquait un petit quelque chose, un petit je ne sais quoi, qui redonne un peu sa place à l'émotion et à l'humain. Donc, nous avons voulu avoir une approche un peu impressionniste. Euh, Julien, Merci, le conseil d'administration, de ne pas perturber Madame Gropp. ça va être ça. Bon, bref. Donc, dans l'objectif du congrès qui devait se tenir en 2020 à l'époque, nous avons voulu compléter ce qui pouvait apparaître comme assez, on va dire, rationnel et analytique, avec une vision un peu impressionniste et un peu sensible. Et c'est pour ça que nous avions lancé à l'époque, donc en janvier et février 2020, c'est juste avant que la pandémie n'arrive, une enquête dont vous avez peut-être oublié l'existence. Et pourtant, vous avez été nombreux à y répondre. Et cette enquête-là, elle interrogeait en fait nos métiers, nos pratiques, et aussi elle essayait de stimuler l'imagination et la créativité. Donc cette enquête, en fait, elle comportait peu de questions, et ça c'était volontaire, et elle avait pour but de dresser un peu finalement une carte subjective de notre métier et de notre positionnement sur le territoire institutionnel. Et c'est cette enquête-là que nous avons dépouillée et analysée, et pour lequel on vous fait un retour aujourd'hui. Alors, cette enquête, elle comportait 6 questions que vous pouvez voir à nouveau affichées sur l'écran, que je vais relire. Depuis combien de temps êtes-vous dans le milieu des bibliothèques de l'ESR? Qu'est-ce qui a le plus marqué l'évolution des bibliothèques et services documentaires depuis vos débuts? La place et le rôle des services documentaires au sein de l'ESR vous paraît-il reconnu? Quelles sont les 5 principales évolutions institutionnelles qui ont eu un impact sur les bibliothèques et services documentaires? Qu'est-ce qui, selon vous, rend les bibliothèques et services documentaires incontournables? Comment voyez-vous les bibliothèques et services documentaires dans 50 ans? Donc des questions précises, mais aussi des questions ouvertes qui font appel à une appréciation non seulement de ce qui s'est passé au long cours, les évolutions des bibliothèques au sein de l'ESR, mais aussi de ce qui se passe, place et rôle des bibliothèques, et enfin de ce qui pourrait se passer, les BU dans, allez, disons, 50 ans. Sur ce dernier point, d'ailleurs, il sera intéressant de mesurer lors du 100e congrès de la DBU la réalité du moment à l'aune de nos projections, et soyez assurés que la DBU et plus particulièrement notre président, personnellement, veillera à préparer cette restitution dans 50 ans, où qu'il soit, puisque de toute façon, il croit dans les forces de l'esprit et il ne nous abandonnera pas. Alors, vous le voyez, hein, effectivement, un nombre de réponses reçues qui est quand même conséquent, 164 questionnaires renvoyés, mais comme voilà, vous êtes discipliné, mais pas complètement, il y a quand même un certain nombre de questionnaires qui renseignent seulement la première question, et il y a un certain nombre majoritaire quand même d'autres questionnaires qui sont complétés entièrement si on accepte la dernière question de bibliothèque fiction, qu'il n'y a pas toujours
susciter justement l'imagination et la prospective qu'on attendait. Alors, sur la première question qui était depuis combien de temps êtes-vous dans le milieu des bibliothèques de l'ESR, donc la majorité des réponses sont, alors on va parler de génération pour faire plus simple, hein, entre 10 et 20 ans et entre 20 et 30 ans. Voilà, ce qui correspond peu ou prou à la pyramide des âges de la filière bibliothèque. Donc on est content, c'est assez représentatif. Voilà. C'est toujours moi ? Donc sur la question d'après vous, aujourd'hui, la place et le rôle des services documentaires au sein de l'ESR vous paraît donc bien reconnu. C'est les 2,86% qui sont en bleu. Reconnu, déjà, c'est presque 24%, c'est le orange. Moyennement reconnu, c'est la majorité des gens qui ont répondu, 40%. Pas reconnu, il y en a très peu. Hein, c'est la même, enfin, voilà, on est à l'autre bout du spectre, mais c'est 2,86 aussi. Et l'avis non définitif sur la question est en bleu. Et les 100 réponses, il y a quand même près de 21% des répondants qui n'ont pas indiqué de degré de reconnaissance ou même d'avis non définitif sur la question. Mais on est quand même relativement optimiste puisqu'on a presque 64% de reconnus ou moyennement reconnus. Alors, a-t-on un zoom générationnel? La réponse est oui. Donc, on est toujours sur la même question hein, du ressenti, en tout cas, de la reconnaissance au sein de l'institution. Et donc, c'est là qu'on voit. Donc, alors, la plupart des questions hein, sont sans réponse. Mais ceux qui sont les moins optimistes sont quand même les 20-30 ans, à 5% de non-reconnaissance. Et ceux qui sont finalement les plus optimistes, c'est les plus de 30 ans, à 21%. Voilà. Et les 10-20 ans. Alors ceux qui ont, vous avez compris, ça veut dire les 10-20 ans, c'est ceux qui ont entre 10 et 20 ans de boîte. Hein. Voilà. Et sur cette question-là, il y avait une possibilité de laisser des commentaires. Il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a eu quelques-uns. Et donc, vous retrouvez là les verbatims qui sont les plus significatifs, enfin, voilà, ceux qui synthétisent en fait la plupart des appréciations. Donc, ça peut être positif ou moins positif. Et ça peut être, donc on voit l'avis aussi non définitif, hein, puisqu'on a les bibliothèques qui sont à la fois reconnues et méconnues. Donc, les deux sont possibles. Alors, on va maintenant vous proposer une analyse des questions qui étaient plus ouvertes. Je vais commencer par donc l'analyse de la première question qui était qu'est-ce qui a le plus marqué l'évolution des bibliothèques et services documentaires depuis vos débuts. Alors, dans le top 4 des réponses que vous avez adressées, il y a de façon très large l'explosion du numérique, Internet, réseaux sociaux, documentation électronique, pour les plus anciens d'entre nous, l'informatisation. La documentation électronique étant évidemment mise en corrélation à un certain nombre de reprises avec la diminution bien sûr du poids du papier. Donc le numérique qui est en tête, avec ensuite l'attention portée à l'usager, qui devient central. On voit bien hein, là un point de bascule d'une logique du back vers le front office et d'une logique qui se déplace vers un cœur collection, vers un cœur usager. Évidemment, derrière ça, il y a aussi en filigrane, et vous l'indiquez relativement souvent, la montée en charge des activités de communication, l'aménagement des espaces et les horaires d'ouverture. En troisième,
Réponse, il y a donc ce qu'on a appelé là, le tournant de la formation des usagers, dont vous voyez que chez les collègues qui ont 10 à 20 ans d'expérience et ceux qui en ont 20 à 30, il est plus particulièrement mentionné. Et dans la fin de ce top 4, le développement de l'activité d'appui à la recherche, où là encore, chez les moins de 5 ans d'expérience professionnelle, les 5-10 ans et les 10-20 ans, vous avez une mention un peu plus particulière. Alors, effectivement, derrière ça, il y a soutien à la recherche, service aux chercheurs, sciences ouvertes, archives ouvertes, open access, qui sont les notions qui gravitent derrière cet item. Alors, les autres items, donc on n'est plus dans le top 4, mais on est quand même dans un nombre de réponses relativement significatif. Les évolutions organisationnelles en bibliothèque. Alors là, il y a des choses sur les évolutions des métiers, pour certains technicité, hyperspécialisation, pour d'autres nouvelles compétences demandées. On souligne aussi l'importance de la formation continue dans notre filière. Et derrière ça, il y a aussi évidemment tout ce qui va concerner le management, où les notions de transversalité, de management participatif sont souvent dans cet item-là mises en avant. Il y a ensuite les changements institutionnels qui du coup dessinent ce nouveau paysage, l'autonomie des universités, corollaire, plus grande intégration des bibliothèques dans l'université, qui est mentionné sans effet générationnel particulier. Le côté plutôt positif, c'est une plus grande reconnaissance des missions et du rôle, mais parfois aussi pour se retourner vers des éléments plus problématiques sur la visibilité ou sur les tensions et compressions RH et budgétaires. De façon beaucoup plus minoritaire, enfin, dans cette question-là, vous retrouvez des choses sur le développement des réseaux, la fonte, entre guillemets, du rôle de l'État central, et parfois, de façon plus pessimiste, la dégradation du service public qui reste quand même assez fortement minoritaire. Ici encore, quelques verbatims qui illustrent un peu ce qu'on vient de dire. Nécessité de ne plus fonctionner en silo, les effets liés au numérique et aux accès distants à la documentation, place renforcée des bibliothèques, tournant pour parler le langage des utilisateurs, la formation, les services à la recherche, les nouveaux modes de management, la bascule des collections vers l'usager, les questions d'environnement, où la politique, la stratégie, le management ont pris une place plus importante. Alors quelque chose de plus pessimiste là dans ce verbatim, qu'est-ce qui a changé au plan technique? Tout, au plan de la GRH qui est l'essentiel, rien. Le dernier verbatim aussi qui nous avait paru intéressant, puisque tout en considérant qu'il y a une meilleure intégration, dans le même temps, pour ce ou cette collègue, il est question d'une relative banalisation des services qui peut-être pourrait avoir vocation petit à petit à être tellement bien intégrés que finalement ils sont peut-être après moins stratégiques que d'autres services émergents, direction de la recherche, vie étudiante et des études. Donc on passe à la question suivante, qui était une question sur les 5 principales évolutions institutionnelles qui ont ou ont eu un impact sur les bibliothèques et les services documentaires. Donc autant la question qu'on a vue précédemment sur ce qui avait
impacter l'évolution des bibliothèques a été plutôt compris et traité comme les missions et les activités de bibliothèques. C'est pour ça qu'on a retrouvé le numérique, la formation des usagers, etc. Autant sur cette question-là, on a vraiment des réponses qui sont liées aux évolutions des institutions et du paysage administratif et organisationnel de l'ESR. Donc arrivent très largement en tête la LRU, les RCE, avec parfois ses conséquences ou ses suites. C'est plus ou moins détaillé, puisque là aussi, il y avait des commentaires qui étaient possibles. Mais donc, sur le plan administratif et institutionnel, les fusions, la loi Fioraso, tous les dispositifs de regroupement territoriaux, communes, IDEX, ICIT, associations, etc. Sur le plan budgétaire également, une mention, des mentions parfois explicites de défléchage des crédits de documentaires, la forte augmentation des financements par appel à projet. Sur le plan stratégique, le changement de posture, le changement, en fait, l'identification du directeur de service documentaire comme étant un chef de service au sein de l'établissement et plus forcément en lien direct avec le ministère dans un établissement donné. De façon moins marquée, on a également des réponses, alors soit qui nous renvoient un peu plus loin dans le passé avec la mention de la loi Savary de 1984, le décret des SCD, la création, la disparition ou la transformation des SCD, la mention de la disparition de la sous-direction des bibliothèques ou la disparition de la DB mixte, ou alors des mentions plus près dans le temps, assez fréquentes d'ailleurs, de la loi pour une république numérique, du plan national pour la science ouverte, plutôt des plans nationaux pour la science ouverte, et la loi de transformation de la fonction publique, et la mention évidemment du RIFSEP. Donc si on traduit ça, hop, non, j'étais... Voilà. Donc si on le traduit sous forme de mots-clés, donc en prenant en fait, puisqu'il y avait 5 catégories où chacun pouvait entrer les mots qu'il souhaitait. Donc là, en fait, on voit s'afficher par ordre d'importance, donc de répétition, où on trouve les mots. Donc on voit bien que LRU est le mot qui revient le plus souvent, fusion juste derrière, autonomie, science ouverte, et donc des choses qui sont quand même assez récentes, comme la loi pour la République numérique, qui est même 2 fois, et la loi de transformation de la fonction publique, et la fin de l'administration centrale, qui est quand même revenue un certain nombre de fois également. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui, selon vous, rend les bibliothèques et services documentaires incontournables? Dans le top 3 des réponses, vous avez le lieu, les bibliothèques, qui proposent des lieux de travail, de rencontre, de vie, d'accès au savoir, qui incarnent du coup le lien de connaissance, où se trouvent aussi les informations fiables. Donc c'est ce qui arrive en premier. En deuxième, ce sont les services dans toute leur diversité, avec aussi les segmentations par niveau d'études, par type de service, type d'activité. Et dans cet item-là, l'accent est assez fortement mis sur l'expérience des personnels, la qualité du service public prodigué, l'adaptation et l'adaptabilité aux besoins des usagers, favorisée par des formations métiers et des adaptations aux évolutions institutionnelles. Et le troisième item, c'est cette notion qu'on a appelée d'universalité, au-delà des segmentations disciplinaires, pour toutes les communautés universitaires, et qui quelque part permettent quand même aussi de couvrir un assez large spectre des missions qui sont celles de l'université sur la formation, la recherche, la vie étudiante, la politique culturelle et scientifique, etc. Alors, quelques commentaires au dépouillement de ces résultats. Peut-être un effet générationnel.
on voit que ceux qui ont moins de 5 ans d'expérience professionnelle ou ceux qui en ont plus de 30 ne voient globalement que du positif, et que dans les réponses apportées, là, les plus pessimistes sont ceux qui ont entre 20 et 30 ans d'expérience. Il n'y a pas d'effet générationnel particulier dans les éléments positifs qui sont mentionnés. Et les plus de 30 ans d'expérience insistent plus sur la notion de conservation et moins sur la notion de lieu. Alors, effectivement, parmi ce qu'on a pu noter, il y a une seule mention de la gratuité. Il y a peu de mise en avant ou de mention du numérique dans cet item-là, alors qu'on avait vu qu'il était numéro 1 sur la liste des changements, on va dire, sociétaux globaux des dernières années. Et les collections sont souvent mentionnées soit en lien avec le lieu, soit en lien avec les services. Voilà, à nouveau quelques verbatims qui peuvent être plus ou moins après révélateurs de ce qu'on a indiqué. L'expertise dans le domaine de l'information, compétences et polyvalence des personnels, est insisté à nouveau sur la formation professionnelle, la notion d'ambiance bibliothèque, les compétences dans la formation à l'IST, la mention du big data, des fake news qui nous rendent peut-être toujours plus importants, mais peut-être qu'on est les seuls à le savoir. Le lieu aussi déconnecté du flux. Alors là, on ne pouvait pas le passer sous silence, même si encore une fois, il n'est pas forcément révélateur, voilà, et ça représente un positionnement très minoritaire, mais comme on est sur les verbatims, rien, désolé de n'être pas plus positif, mais nous ne sommes pas incontournables. D'ailleurs, j'ai fait toutes mes études sans jamais mettre un pied en BU. Peut-être serait-il temps d'ailleurs de l'accepter. D'autres remarquent qu'au moins la moitié des usagers nous contournent et qu'il faudrait évidemment se demander pourquoi et comment et avec qui nous sommes contournés. C'est à nous de prouver enfin que les bibliothèques sont nécessaires au bon fonctionnement des universités en nous adaptant chaque jour. Rien ne semble acquis pour cette collègue. Voilà. Là, ce sont encore une fois les 3 derniers des verbatims qui sont plus pessimistes, qui ne sont pas nécessairement révélateurs, encore une fois, des tendances globales qu'on vous a rappelées précédemment. Et donc arrive la dernière question qui portait sur la vision des bibliothèques et services documentaires dans 50 ans. Donc effectivement, à peu près la moitié des répondants n'ont pas donné ou peu de réponses, mais il y a quand même un peu plus de la moitié des questions qui sont complétées sur cet aspect-là. Donc la vision est très contrastée. Si on essaye de faire une synthèse, puisque là c'était vraiment une question ouverte, donc ça a demandé un peu de temps, mais si on essaye de faire une synthèse, on a une vision où on a des lieux physiques qui sont toujours présents, avec moins de papier, moins de collections, moins de personnel, moins de fonctions qu'aujourd'hui nous considérons encore comme classiques, donc pré-retour, rangement, mise en valeur des nouveautés, etc. Et avec plus de confort, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, plus d'ouverture, donc au sens de horaire d'ouverture, plus de convivialité, plusieurs mentions de plus de verdure et aussi de plus de nourriture. Voilà. Mais des lieux physiques qui, du coup, sont présentés dans beaucoup de réponses comme la survivance des temps anciens, et on retrouve un verbatim qu'on a vu pour une autre question, c'est-à-dire la BU comme un lieu calme, un lieu déconnecté voilà, du flux, un lieu aussi de rencontre, donc il y a des mentions d'agora, de lien social, d'échange, un lieu très ouvert, au sens propre comme au sens figuré, un lieu multiculturel, la notion d'universalisme qui revient,
et le seul lieu qui serait garant du pluralisme et de la fiabilité de l'information. Voilà. Une sorte de refuge, en fait, tant pour le corps que pour l'esprit, finalement. Et dans cette vision voilà, qui s'inscrit quand même beaucoup dans des lieux et dans des échanges et dans des liens sociaux, on voit aussi une forte dimension d'automatisation et de recours à l'intelligence artificielle qui sont présentés comme remplissant des fonctions aujourd'hui encore très présentes en bibliothèque et assurées par les personnels dans les BU. Les bibliothécaires ayant des profils évoluant soit vers des profils de techniciens, soit vers des profils de pédagogues, et dans le profil de technicien, et en fait venir en appui de ces outils d'intelligence artificielle et d'automates, et pédagogues étant plus sur la partie formation des usagers, médiation, et aussi avec une vision où le bibliothécaire assure soit beaucoup de tâches à distance, alors que, je le rappelle, nous n'étions pas encore en mode Covid, soit en étant nomade hors les murs, ce qui revient assez souvent dans les réponses également. Voilà. Donc on a essayé de faire une tentative de classification, enfin de typologie en tout cas. Donc il y a les croyants, ceux pour qui dans 50 ans les bibliothèques sont toujours là, ont un rôle à jouer. Les non-croyants, ceux pour qui les bibliothèques ne seront plus grand-chose, voire plus, et les agnostiques, ceux qui ne savent pas trop et attendent de voir comment ça se passe. Voilà. Donc les croyants représentent quand même les 2/3 des répondants, c'est assez, ça rend un peu optimiste quand même. Les non-croyants un peu moins de 10% et les agnostiques étant 1/4 des répondants. Et donc dans le tableau qui suit, vous avez le zoom générationnel, on va dire, et où on voit que les 10-20 ans sont les plus croyants, puisqu'il y a plus des 3/4 d'entre eux pensent que les bibliothèques ont un rôle, et un rôle positif, seront encore là et de manière positive dans 50 ans. Et donc si on regarde quelques verbatim qui témoignent de cette vision un peu contrastée, donc les BU comme derniers îlots de résistance d'un savoir vérifié. La question de est-ce que ça existera encore? Est-ce que l'information scientifique et technique ne sera pas en fait totalement intégrée à la pratique pédagogique ou à la pratique de recherche dans la dimension au moins vulgarisation scientifique, et il n'y aura plus besoin de bibliothécaires pour ça. Les collections imprimées qui seront moins présentes, les services plus dématérialisés et la bibliothèque qui devient un espace de rencontre, la notion de jardin, voilà, elles seront toujours là, c'est bien. La dernière incarnation physique d'un lieu collectif où on peut lire et étudier dans un environnement favorable et un lieu de vie. Toujours cette idée de moins de collections imprimées, de moins d'agents, d'espaces qui deviennent modulaires et de bibliothécaires qui deviennent mobiles, beaucoup plus mobiles, à la fois dans leurs compétences et à la fois dans l'espace. Voilà. Un avis qui est que l'avenir des bibliothèques dépendra des moyens qu'on voudra bien leur allouer. Un avis, voilà, c'est l'agnostique type, on va dire. Et là, franchement, ce verbatim-là, on ne pouvait pas passer à côté, parce que, donc je rappelle, l'enquête a été menée en janvier et février 2020, et si vous remplacez le mot canicule et tempête par pandémie, les bibliothèques servent de refuge durant la pandémie, pendant lesquelles on recrée sous d'autres formes, et grâce à toutes ces masses de traces et de textes, les temps de convivialités anciens, veillées, récits et potins. Nous n'avons pas forcément fait des veillées, des récits, ni des potins pendant la pandémie, mais par contre, nous avons été des refuges pendant cette crise sanitaire qui n'est pas encore complètement finie. Nous avons effectivement incarné ces lieux de convivialité, de rencontres, d'échanges qui ont pu continuer à exister au sein des établissements. Donc finalement, on avait vraiment un visionnaire parmi les réponses. Voilà. Voilà, alors évidemment, on pourrait se demander qu'est-ce qu'aurait donné cette enquête si elle avait été lancée pendant ou à l'issue, je ne vais pas dire à l'issue, mais voilà, dans une période où déjà on aurait traversé la crise pandémique, est-ce que les choses auraient changé ou pas?
évidemment, nous ne le saurons pas. Ça donne un bel état des lieux, je pense, quand même, voilà, de la façon dont on pouvait se projeter sur ces sujets il y a à peu près un peu moins de 2 ans, mais ça semble une éternité. Ça permet de effectivement clôturer cette journée avec à nouveau une cartographie plus subjective, plus impressionniste, comme l'a dit Sandrine, mais qui vous redonnait évidemment totalement la parole, et ça nous semblait important de terminer par là. On peut évidemment éventuellement soit essayer de répondre à certaines de vos questions, soit peut-être écouter quelques réactions dans la salle s'il y en a, avant du coup de clôturer cette journée dont nous vous remercions de l'avoir suivi si nombreuses et nombreux et avec une telle assiduité. Merci. Deux, trois questions, remarques. Sinon, notre président ensuite va clôturer cette journée d'études. Président. Merci. On me dit de faire court. Je vais essayer. Je crois que je vais y arriver. Merci Johan, merci Sandrine. Je relisais les documents de préparation du congrès d'avant la Covid, et je ne résiste pas au plaisir, au moment de clôturer cette journée, de vous lire très brièvement et en partie le courrier que j'adressais le 7 octobre 2019, c'est-à-dire il y a une éternité, à Michel Houellebecq chez son éditeur Flammarion. Ce congrès comprend notamment une journée d'études sur un thème d'actualité relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le thème retenu pour 2020 à l'époque est celui des bibliothèques universitaires actrices des politiques de site et des nouveaux partenariats locaux. Nous avions pour idée de donner pour titre court à la journée d'études, entre guillemets, la carte et le territoire. Y verriez-vous un inconvénient et nous accorderiez-vous l'autorisation de le faire ? Vous seriez naturellement invité au congrès. Je serais ravi si vous acceptiez, de surcroît, d'être le grand témoin de la journée d'études pour nous en livrer une synthèse en fin de journée. Je finissais dans le style fleuri qui manifestement est le mien. Je ne doute pas que vous receviez un nombre de sollicitations très important. Peut-être un congrès de bibliothécaires universitaires serait-il l'occasion d'un contrepoint divertissant aux manifestations littéraires plus usuelles. Je maintiens mon opinion. Tout ceci est plus sérieusement pour vous dire qu'effectivement, ce grand auteur qui a collaboré à son insu, je crois, à la dénomination de notre journée d'études, aurait trouvé là matière à apprendre beaucoup, je crois, sur ce que sont les BU et sur ce que sont nos établissements d'enseignement supérieur et ce qu'ils seront dans les années à venir. Il aurait peut-être aussi tiré matière romanesque pour ses futurs travaux. Et j'avoue que j'aurais été intéressé par son point de vue et sa synthèse en fin de journée, en sachant pertinemment que c'était aussi l'occasion d'un incident protocolaire majeur et d'un risque de procès subséquent. Donc finalement, l'un dans l'autre, peut-être vaut-il mieux qu'il ne soit pas là. En parlant de présence, je remercie mes deux collègues sur la salle. Certes, ma famille fait des centenaires, plusieurs, je compte en être. Je ne garantis pas, ceci dit, quelques croyances que j'ai aux forces de l'esprit, d'être encore présent et actif dans 50 ans au congrès de la DBU. Invitez-moi, on verra bien, mais j'ai quelques doutes. Plus sérieusement, je voulais juste terminer et clôturer cette journée d'études en faisant court, en vous remerciant toutes et tous, en remerciant toutes les intervenantes et tous les intervenants qui ont apporté leur éclairage sur les différentes manières dont les établissements d'enseignement supérieur s'emparent des problématiques territoriales par la coopération, la structuration des sites universitaires, l'ingénierie des fusions et regroupements.
Je saisis l'occasion, en même temps que le microphone, pour remercier en notre nom à toutes et tous Sandrine Gropp et Johan Berti d'avoir monté et porté la journée d'études. Qu'est-ce que ça aurait fait avec Michel Houellebecq? Et de nous avoir proposé un programme aussi riche qu'intéressant. Nos universités, manifestement, deviennent actrices d'une forme d'aménagement du territoire. Fabrice Boyer l'a souligné lors des questions qui ont suivi les pitchs de ce matin. Dans le même temps, les interventions de cet après-midi l'ont montré d'abondance. Elles doivent également s'inscrire dans les espaces plus vastes et qualitativement différents créés par la globalisation des échanges universitaires. Les bibliothèques universitaires sont pleinement engagées dans ces mouvements et nous devons tenir les deux bouts d'une chaîne en tension permanente. Faire vivre un réseau territorial pour assurer une même qualité de service et d'accès à la connaissance pour les étudiantes et les étudiants, d'une part. Entrer, d'autre part, de plein pied dans les réseaux et dispositifs européens et internationaux qui structurent l'émulation, voire la compétition entre universités mondiales. Le chemin pour les BU n'est ni tracé d'avance, ni unique. Et je crois que les résultats de l'enquête que nous venons d'avoir montrent assez à quel point nos avis et nos perspectives peuvent diverger de bibliothèque en bibliothèque. La journée d'aujourd'hui, au demeurant, n'avait pas pour ambition de figer les lignes portées sur les cartes de nos territoires, locaux ou mondiaux. La vivacité et l'intérêt des échanges entre la scène et la salle tout au long de la journée me portent à croire que la journée a pu piquer notre curiosité collective et mettre peut-être sous un jour nouveau telle ou telle facette des problèmes qui se posent à chacune et chacun d'entre nous. Si c'est le cas, elle aura, me semble-t-il, trouvé là toute son utilité. Merci à toutes et tous.